وتيلا تولينا الزول وانصوفي سوان سلف حضا مقارنه درملا اللي ولكن الساخت دومين كواس السبت نتمنى دوك ديم دوكان غير نغمسل انا عرض نسقر شي كرات تلوفا فيك تزال ووال غا دور تاكي يوز لاطاس ووال اللي مي اسم كثير من بوس 17 كوكون اكتوبر هذا اللي قيم مستقسين ذا شو غير 17 اكتوبر شو يضران شو اللي ندفر وين شتاقيني السب والسام هذاك لا فرانسوا هولندي سوثر داك نستعرف سلادا تاعنا سوس نزاكي شو قلنا ندفر وين شتا هذا ماذاك اللي فالور لا ريبوبليك كي ديوغالن ناغي لو في بغيت تساتيت غير الزات تمسد انا تيك الموت نشاد ديال بضن لا فور بي تزال تصوال غا 13 سكوس ديك يحكم شو قلنا داخل ندير ذا كي يحكم شو دي بن ذا مضره يقول لك سلاحه ثمورث خاصو لما تريد تزال تصوال ويقرص الجهه باللي كيخدم يدويا ويقرص الجهه نظن اما يخدم يدويا انا عرض نسقر ذا شو يخدم شو يخدم لا ذا شو قلنا ندير ووال سكيت مثلا عرض نسقر شي كلهم دوكا الحرمه غير نقطه من تبع ديال سن ذا كواس نسفت مقارنه قاسم زفلاك خوان صوفي سكيتي كذا زفلاك كامل زولي وقاعد سمحتي ارزقي مارتا الزول وتنمير الزول فلاك كمال الزول ورد توني على تموش الزول وتنمير كمال الزول زولي وذاك عندي سؤالين ان بو بارتو باكي مموح الزول وتنمير كمال الزول وذاك هذه كان ثمولي مسكين هذا استقسي غنزورو بعد سمحتي اس 17 كوكون اكتوبر خاصو لما ماشي كزيك نسوي دا تصور الفلاس لما عندك سكواس داكي نكورا غيتزال تصور غا في 17 اكتوبر خاصو لما بعد نسبسلي غا فم زروي رزق لها تنولي توت السبت على حساب نوان ذا شو يلا ندفير 17 اكتوبر اشو غادي ضرانت ديالنا قد 17 اكتوبر هو زوير توجور غا مقارنه زوير معليش اون فات شو مقارنه 17 اكتوبر دابا ولا قد نفهم داك الشيء قدران اون دو مو فغند غريب تمورت الجزائر سيزن قان باري بعد il y a eu une répression qui s'est abattue sur eux, une répression féroce. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. On a jeté des Algériens dans la Seine. Tout cela s'est fait dans un contexte de négociation entre le FLN et De Gaulle, enfin, et l'État français. Cette répression-là aussi, il faut préciser qu'elle a été encadrée par la police française. À la tête de la police française, il y avait un préfet qui s'appelait Maurice Papon et qui était préfet de police donc de Paris. Voilà un peu ce qu'on peut dire en résumé. Et en résumé. Maintenant, la question qui se pose, on ne va pas parler du détail. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut consulter. Il y a eu des écrits, il y a eu des reportages, etc. Mais néanmoins, il faudrait peut-être poser des questions en rapport avec la République française. La République française qui s'est toujours souvent dévoyée, qui a été dévoyée par des groupes de pression, des groupes fascistes. C'est ce qui s'est passé notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'instauration du gouvernement de Vichy. Un massacre comme celui qui s'est déroulé donc en 61, 17 octobre 61, qui a ciblé les Algériens. Il y a eu aussi un autre massacre dans les années 40, qui a ciblé cette fois-là des Juifs. Il y a eu des rafles. On a arrêté des familles entières, femmes, enfants, vieux, etc., qui étaient juifs et on les a parqués dans des stades pour après les déporter dans des camps de concentration. Et beaucoup d'ailleurs n'en sont pas revenus. Alors ces deux massacres-là, ce qu'ils ont de commun, c'est aussi le fait que c'était Maurice Papon qui était à la tête à la fois de l'organisation de la rafle du Veldiv et des massacres du 17 octobre 1961. C'est le même préfet qui a organisé ça, qui a donné l'ordre de ces massacres-là. Et en un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est de dire que
la République française, avec toutes les valeurs universelles supposées qu'elle véhicule, a eu dans l'histoire des dérives qui posent aujourd'hui un débat franco-français qui serait intéressant donc de mener, et je pense que les Algériens sont concernés par ce débat. Alors, مقارنة كنسمي مثلا ان اسبي هيستوريك كيف نقدر 17 اكتوبر كيف فالدي فين عنا في الجويف ماشي لما نسمي كنا في 17 اكتوبر مقارنة كذا كنا سي مومون دو نيغوسياسيون اسكو ريالمون ظنت ثواغيناكيا باش هذا في بلين لو اف ال ان au moment des négociations نضرب لك جنرال دوغول الى دون دي سيتوياسيون où j'ai des poussé à négocier. Il y a un rapport de force entre l'OAS ou réellement comment on peut analyser politiquement une dédrane. Est-ce que ça on a donné le 17 octobre? C'est vrai que c'était un moment de négociation, mais il y avait quand même des événements l'OAS qui a commencé à agir sur le territoire français, elle avait commencé à déborder sur le territoire français. C'est aussi un fait, c'est que la confrontation entre le MNA et le FLN avait été réglée. La confrontation avait été réglée en faveur du FLN. Donc le FLN, il était quasiment en situation hégémonique. Eh oui, mais c'était une nouvelle donne. Situation hégémonique en Algérie, mais le FLN n'est pas en situation hégémonique en France. Dans l'immigration, si. Dans l'immigration, c'est pas tellement hégémonique. Non, à partir de 61, non, c'est-à-dire après les événements de 7 octobre, il a une situation hégémonique avant. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé en 61. C'est qu'au lieu que la confrontation soit entre le MNA et le FLN, la confrontation était entre la police française et les militants du FLN. Comme il y avait une répression qui s'exerçait sur les militants nationalistes, à la base, il y avait une pression qui existait pour qu'il y ait pour que les coups soient rendus. C'est-à-dire que la police, elle enlevait des gens, elle torturait des gens, elle tuait des gens, et les militants ne voulaient pas se laisser faire comme ça. Donc il y avait une pression sous la direction de la Fédération de France qui existait. Et dans l'année 60 et 61, il y a eu à peu près une vingtaine de policiers qui ont été tués et quelques dizaines qui étaient blessés, donc qui étaient objets d'attentat et qui étaient blessés. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'à partir du moment où le MNA a été vaincu, le système colonial, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transposé l'appareil répressif qui existait en Algérie, il l'a transposé à Erdégué. Il l'a transposé en France, et c'est à ce moment-là qu'ils ont ramené Papan. Papan, il a été ramené de Constantine, il était superviseur au niveau de l'Est du pays, ils l'ont ramené en 58. Midi Boudardégué, il dépendait directement des premiers responsables du gouvernement. C'était qui n'était pas de la hiérarchie normale, c'était quasiment un préfet plénipotentiaire. Il a proposé un certain nombre de choses. Il a proposé un système de fichage des Algériens. Il a proposé de mettre en place l'équivalent des SAS qu'il y avait des Timours. Il a mis aussi en place 3 sections de Harki qui étaient structurées en forme de CRS, qui étaient dans le 12e, 13e arrondissement et dans la Goutte d'Or. Donc ce système-là, et il a mis en place aussi en 58 le centre d'internement de Vincennes, le fameux centre qui va cristalliser les regards en 61, il existait en vérité à partir de 58. Donc Papan, il a pris le système de maillage, il a arrêté. Ce qui fait que ça, c'est important à choisir, parce que ça explique l'intensité et l'ampleur de la répression qu'il y a eu en 61. Parce que dans l'air, c'est guinéen. Ce n'est pas un dérapage ou une réaction comment dire, hypodermique des policiers. Non, c'était un système de répression, un système colonial, raciste, ségrégationniste. C'était un appareil répressif colonial qui était en œuvre ici dans la région parisienne. Donc pratiquement le parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé par rapport à la Shoah, c'est un parallèle qui est très profond.
qui est très très profond. Ce qui veut dire qu'il y a un système, c'est pas la police française, la police normale qui s'occupait des Français, etc., qui était mise en œuvre pour réprimer les Algériens. C'est un système répressif particulier. Et donc la dérive de l'État français, parce que finalement, quand on essaye de comprendre les choses, certes, c'est la République qui proclame un certain nombre de principes, etc., et tu as d'un autre côté l'État qui met en place des politiques. Et on va voir qu'à différents moments, la politique mise en œuvre par l'État heurte et contredit les valeurs de la République. Oui. Donc tu as une déchirure qui existe au niveau de l'entité française. Oui, mais il y a le système colonial en lui-même, il est contre les valeurs de la République française. Donc on ne peut pas, par exemple, en 61, donc France et les Algériens en Algérie, de Guinée, donc en Algérie, c'est Napal, il est torturé et tout ça, il y a 500 personnes qui ont été tuées. La scène donc mais c'est-à-dire pourquoi il y a eu cette répression, c'est-à-dire il faut savoir, enfin on doit dire que à partir de 61 les négociations d'Évian, il y a Évian 1 effectivement, il y a quand même des Français, il y a un certain nombre de généraux, surtout ceux qui sont très attachés à l'Algérie française, donc ils sont contre. Et maintenant en 61 quand même il y a l'hygiène comme quoi l'Algérie l'indépendance dans quelques mois, dans quelques années. Donc à partir de là, donc la répression à Guinée, la forte répression qui ont été les Algériens en 61, c'est dans le sens de saboter toute forme de négociation qui peut y aller vers l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est en septembre 60, que le général de Gaulle a dit dans un discours qu'il reconnaissait le droit à l'autodétermination des Algériens. Donc on était vraiment septembre-octobre, un mois après. Non, septembre 60, pas 61. C'était avant les Évian 1. هشام غلطة. Non, les accords d'Évian, c'est que tu مزورة. Les accords de 23 61. 61 peut-être. Oui. 61. Ça a commencé en 60. 61. C'est 60. Voilà. Là, c'était pratiquement Évian 2 qui était amorcé avec les événements ils ont repris contact en novembre. Il y a eu la répression du 17 et en novembre ils ont repris contact. Mais le principe d'autodétermination était acquis en 60. Il faut vérifier la date quand même, mais oui, je pense qu'il était acquis en 60. En 60, il y a c'est-à-dire des bribes, il y a ceux qui parlent qu'il y a une éventuelle reconnaissance de droit à la détermination du peuple algérien. Donc à partir de là, donc la répression, Papon de Douarvaïs, mais chez Hacha Papon n'est qu'un exécutant. C'est toujours, c'est Papon. Non, Papon n'est qu'un exécutant, c'est-à-dire il y a la responsabilité du ministre de l'époque. Oui, Michel Debré, je pense à l'époque, il a le ministère de Premier ministre. Je pense qu'il est contre justement l'indépendance de l'Algérie. Voilà, par exemple, il est contre l'indépendance de l'Algérie. Mais un certain nombre de généraux, même ils ont essayé en 62, même un coup d'État, un coup d'État et de Gaulle, même donc ça n'a pas marché. Même le système répressif qui a été mis en place, c'est pas Papon qui peut mettre en place le système répressif. Tu as ce qu'ils appelaient des services d'assistance technique qui étaient un service de fichage qui était l'équivalent de la SAS. C'était dans tous les quartiers où il y avait des Algériens. Les Harkis qu'ils ont ramenés et qu'ils ont installés les biens, ils faisaient des descentes. Ils frappaient les gens, ils massacraient les gens, ils enlevaient les gens à l'intérieur des hôtels où ils habitaient, etc. Parce que la communauté, elle était organisée comment? C'est les bidonvilles, c'est les gens qui étaient en famille, donc Nanterre, etc. C'est les gens qui étaient en famille. Les immigrés, ils habitaient dans des hôtels. Mais tu as un hôtel où il n'y a que des Algériens. Et généralement, c'est une région. Où il y a Vouzgan, où il y a Michli, où il y a Netouassif, etc. C'est ce que ça regroupait les origines, tu vois. Donc tu avais des gens, les compagnies, la force auxiliaire de police, comme ils l'appelaient, ils descendaient dans un hôtel, ils massacraient tout le monde. Et ça avant 61. Et ça ne peut pas être du fait de Papon. Non, c'est pas simplement ça. Ça remonte à loin. Au début des années 40, la police française arrêtait des Français résistants.
Donc, ça remonte déjà à cette époque-là. La police française a toujours été sous l'influence des groupes de pression d'extrême droite. Qui ont à la fois ils l'encadraient. Il y a la gauche française qui kiffe, c'est pas uniquement. Non, c'est pas la même chose. Non, il faut pas. Même la gauche française, il n'est pas. Non, il ne faut pas faire d'amalgame. Non, la gauche française, c'est autre chose. On peut parler des dérives de la gauche française par rapport à l'idée de l'indépendance de l'Algérie, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'elle a été responsable des massacres qui ont été perpétrés par la police, soit durant la période 40 ou dans la période 60 et encore 70. On peut aller jusque-là. Donc en fait, il y a effectivement. Mais ça renvoie, comme on le disait tout à l'heure, c'est pas effectivement, on ne peut pas personnaliser tout ça autour d'une personnalité comme celle de Papon, ni autour d'un groupe uniquement de pression, mais aussi ça renvoie en fait aux premières, comment dire, ça a des germes, ces germes, il faut les retrouver dans les dérives de la République dès le moment où la République a décidé de coloniser des pays. C'est pas la République qui a commis. Ah non, je veux dire, tu as raison. Non, dès le moment où la République a hérité de la colonisation et qu'elle a accepté cet héritage. Voilà. Certes, l'analyse des copains, là, il est tout à fait juste, tout à fait logique. Seulement, moi, je ne suis pas d'accord sur un point. Le fait de dire que Papin n'y est pour rien ou que ce n'est pas lui. Parce qu'on a extrapolé pour dire que finalement, le massacre qu'il y a eu le 17 octobre, c'est comme s'il a été planifié. Non, il n'a pas été planifié. Personne n'a dit que le 17 octobre, il va y avoir une manif, on va tuer des gens et tout ce qui s'ensuit. Non, il y a eu déjà un couvre-feu et le FLN a appelé pour dire voilà, nous on a du mal à circuler entre 20h30 et 5h30 du matin, on est persécuté, on est fiché, on est maltraité, tout ce que tu veux, le racisme. Donc ils ont appelé un rassemblement. Et c'est là qu'il y a eu le débordement. Le débordement, qui c'est qui a signé l'acte d'intervention? C'est bel et bien Papin. C'est vrai que Debré a fermé les yeux, De Gaulle n'a rien dit, les policiers. Il ne faut pas oublier qu'il y avait de la haine quand même. Il y avait une certaine haine entre Algériens et Français. Il y a les Français d'ici, du moins les policiers, les militaires et tout ce qui s'ensuit. Ils ont des copains qui sont morts en Algérie, qui sont tués. C'est la guerre, c'est normal. Donc là, ils ont profité quelque part pour déverser cette haine sur l'Algérien. Parce que quoi que tu dises, qu'on dise si vous voulez, ça n'explique pas l'atrocité. Prendre des gens, les jeter dans la Seine ou faire toutes les actions qu'ils ont fait, ça n'a pas d'explication. Sinon qu'il y a un ressentiment de haine vis-à-vis des Français, de certains Français, par rapport à cette population algérienne. Le fait, c'est vrai qu'il y a le fichage et que ça a commencé bien avant, qu'il y a des négociations, tout ce que vous voulez. Mais à mon sens, le massacre, il n'a pas été planifié. Ça veut dire qu'on ne s'était pas dit, voilà, maintenant, on va organiser un massacre le 17 octobre pour influer sur le FLN ou je ne sais pas quelle autre tendance. Non, à mon sens, Papin a une entière responsabilité. Je pense. Ils ne sont pas d'accord avec moi. On n'a pas dit que c'était programmé, mais c'était dans la nature du système lui-même. Pourquoi? Parce que ce système-là, en vérité, après Vichy, en 1945, le système administratif, le système répressif français n'a pas du tout changé. Non, oui. Il n'a pas du tout changé. C'est les mêmes responsables qu'on retrouve après sous De Gaulle. Ouais. Et donc, ce sont des gens qui étaient déjà formatés à l'idéologie raciste sous Vichy. Ils se sont attaqués, y compris à leurs propres compatriotes, des Français. Ils sont attaqués aux Juifs, ils sont attaqués aux Algériens, ils auraient pu s'attaquer à d'autres. Voilà ce qu'on veut dire. C'est-à-dire c'est dans la nature
du système. Ce n'est pas notre approche programmée. C'est ça, c'est dans la nature du système colonial. C'est dans la nature du système colonial. C'est-à-dire, il traite les Algériens comme il les traitait en Algérie. En Algérie, il y a donc c'est la même chose. Donc on ne peut pas parler d'un traitement spécifique. Les Algériens, quand les Algériens disent, donc c'est la même chose. Donc c'est un système colonial. Donc c'est tout à fait normal. La police française, vu le région. C'est normal, moi je. Enfin, au sens. Non, mais dans le sens où. C'est dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, voilà, des Zaïre. C'est quand c'est Napalm, là aussi, ils feront autant. Voilà, c'est ça. Donc on ne peut pas parler de la différence. Ils vont les traiter autrement. Non, mais j'ai dit ça, ce traitement-là qui a été réservé aux Algériens, c'est la traduction d'un certain sentiment de haine et de racisme vis-à-vis d'un peuple colonisé. Non, c'est la traduction, c'est plus grave. Si tu extrapoles, oui. Non, sans extrapoler. C'est plus grave à choisir parce que c'est la traduction de la nature profonde du système colonial. Voilà, c'est ça. C'est la traduction du système, de la nature profonde du système colonial. C'est ça, oui. Et là où tu vois que c'est ça, c'est que ça ne s'est pas arrêté le 17 octobre. Les ratonnades, les rafles, etc., elles ont continué jusqu'à la fin du mois. Et ce que Kamel a bien fait de le rappeler, c'est que tout ça se passait alors que l'État français était assis à une table de négociation, était dans un processus de négociation. Et là, tu te poses la question, les négociations au niveau de l'État français. Est-ce que l'État français, il était en train de négocier pour arriver à l'indépendance, donc il s'arrête le système colonial d'Éryth et la Khalife Fadiyes. Non, الحسابيس زي النظام. أتصل الجزائري كيقارن دغول ضعيف كان الاستقلال. أتصل الوجوه هذا قصر ديتسن الوجوه هذا كاين لو كان ماشي دغول ونسوى الاستقلال. Il y a beaucoup de vérité dans ça. Il y a beaucoup de vérité. Mahdi el-Rachid, De Gaulle et ضعيف كان الاستقلال. Mais il faut savoir ce que c'est comme vérité. À l'intérieur, le rapport de force militaire, qu'est-ce qu'il était à l'intérieur? À l'intérieur, les wilayats, elles étaient laminées. Après les différentes opérations qui ont été menées par l'armée française, les wilayats, elles étaient laminées. Donc il n'y avait plus d'action militaire à l'intérieur du pays. À l'extérieur, qu'est-ce qui se passait? Tu avais la Fédération de France. La Fédération de France, elle arrivait à financer. Elle arrivait à financer le GPRA, mais elle pouvait pas développer une action militaire, militaire de grande envergure sur le territoire français. Elle a essayé de le faire en 58 avec des attentats, les attentats de Marseille, etc. Mais après, elle s'est mise sur des attentats ciblés sur les policiers qui faisaient le plus de mal à la communauté. Donc, quand tu vois le rapport de force purement militaire, on ne pouvait pas aller plus loin. On était exténué. C'est le rapport de force diplomatique. Mais à mon sens, si on ne comprend pas l'attitude de De Gaulle par rapport à son pays, par rapport à son idée qu'il avait de la grandeur de la France, on ne comprendra pas comment l'indépendance de l'Algérie est arrivée. On prête une parole à De Gaulle, on dit, De Gaulle aurait dit, je ne veux pas que Colombey les deux églises deviennent Colombey les deux mosquées. Ça veut dire que sur ses projections sur la démographie, il voyait très bien que la population algérienne était sur une courbe ascendante, que le peuple français était sur une courbe vieillissante. Donc, quelque part, à un moment, tu aurais une inversion. Si les Algériens étaient restés français, il y aurait une inversion. Tu vois, l'islam serait plus puissant que... Donc, ce serait Colombey les deux églises. Je termine très rapidement. Ça va dans un sujet. Non, mais c'est important. Non, mais il n'a pas. Enfin, je pense pas que. Une petite remarque. Non, mais pas. Oui. Non, en fait, c'est voir uniquement l'angle du discours ou de l'attitude de Gaulle, l'indépendance d'Algérie. Je pense que c'est quand même assez étroit comme vue. Pourquoi? Parce que même si, effectivement, avec les opérations jumelles, toute la répression qui s'est abattue sur les Algériens, il y a eu, à un moment donné, sur le plan militaire, une suprématie de l'armée française sur les maquis. Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on était dans une situation où le pays était ingérable. C'était devenu une vaste prison. On ne gère pas un pays qui est devenu une vaste prison. Tous les Algériens étaient dans des camps de regroupement. La répression, elle était permanente.
On ne peut pas gérer un pays par la répression quotidienne et par le fait que toute la population, dans sa majorité, était emprisonnée dans des camps de regroupement. Enfin, c'est pas possible. Ça donc aussi, il faut donc renvoyer aussi cette idée de Gaulle de parler de l'autodétermination, etc., aussi à une analyse de la situation qu'il a faite et où il s'est rendu compte que l'Algérie a divorcé de la France. C'était fini. Non, mais même dernier, les Algériens, la guerre, mais chacun des Algériens, donc il a créé beaucoup de problèmes. La guerre d'Algérie, la guerre algérienne, elle a créé beaucoup de problèmes à France. Mais chez les Algériens, même des Guinéens, les soldats, il y a pas mal d'intellectuels français qui contre la guerre d'Algérie. France, même sur le plan économique, France, parce que quand même il a vécu certains cas. Donc on ne peut pas dire Blick. France, De Gaulle, il fait l'indépendance d'Algérie. Sur, certes, militairement, après avec l'opération Jumelle, ils ont fait mais attends, mais quand même, il y a les Algériens, avec déjà avec les événements du 17 octobre, ils ont fait la guerre d'Algérie à la Guinée. Donc il y a un petit peu, il y a ça, donc il y a un petit peu ça. Donc on ne peut pas dire qu'il y a l'indépendance. Non, mais c'est-à-dire, quand même, il y a le rapport de force. Donc la révolution algérienne a obligé De Gaulle à reconnaître l'autodétermination du peuple algérien. Tu avais le peuple algérien qui était uni pour son indépendance. Ça, c'est indéniable. Hein? De l'autre côté, dans la société française, qu'est-ce que tu avais? Tu avais les ultras qui avaient toute la classe politique derrière eux. Y compris la gauche, ce n'est qu'à partir de la fin 61 qu'elle a pris des positions vraiment claires, radicales, qu'elle a commencé. À partir de fin 61, c'est-à-dire le dernier quart d'heure. Sinon, la classe politique, elle était pour l'Algérie française. D'accord? Donc, De Gaulle, c'est ça son rôle particulier. C'est qu'il n'est pas resté prisonnier du rapport de force de la classe politique. Il est passé par-dessus la classe politique en faisant 2 référendums. Et c'est ça qui a créé la convergence avec le FLN pour qu'il y ait l'indépendance. Ça ne veut pas dire que De Gaulle était un anticolonialiste. De Gaulle, c'était un patriote français qui avait une idée de la grandeur de la France. Oui, tu vois, un grand patriote. Et la Ve République, la preuve, c'est que la Ve République, elle fait l'apologie du colonialisme. Voilà ce que je voulais dire. Oui, l'extrême droite française. Alors, tu راه خصك سليمان ما في باس نقصر في تمثال ولا استلقاء نقصر نقول دابا في 17 اكتوبر اللي كنديروا استقسام اشهر ابري لا ديبوندونس ديال فرنسا وتفيتينا 17 اكتوبر طاس المي دي زاني 80 90 2000. Alors la guerre française mais ouais qui dernière سليمان ديال الجزائر c'est une date l'immigration à partir des années 80 toujours mais des années 60 70. Il faut signaler une chose, c'est que juste après le massacre du 17 octobre 61, qui a ciblé les Algériens, il y a eu après, quelques jours après, il y a eu Sharon, la grande manifestation aussi, où il y a eu aussi des massacres. C'était la gauche française qui était sortie dans les rues. Donc il y a eu ce massacre-là. Alors il y a 2 choses à dire. Tamzouarout, le 17 octobre. Quand il y a eu le massacre du 17 octobre, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la censure au niveau des journaux, de la presse. Donc l'information ne s'est pas répandue de ce qui s'est passé réellement sur le 17 octobre. Donc il y avait peu de gens qui étaient informés de l'ampleur du massacre du 17 octobre. Et l'État français à l'époque donc, a tout fait pour dans la rétention de l'information par rapport à ce massacre. Le 19 dernier, il y a eu en revanche cette grande manifestation quelques jours après de la gauche française qui, elle, par contre, a bénéficié d'une médiatisation très ample. Ce qui fait que les gens ne se souviennent que du massacre de Sharon. Voilà un peu là. Donc on a occulté le... Alors, رزقي كنت بعدين أفكر صواب شو كان دوالي السلفر وذلل هاد اللغة اللي تدمسلم بعدين على دي هدرات تساقي السلفر وذلل اللغة اللي نكمل على هاد اللغة اللي نكمل أول أنا علي مقارنة بسلا دا شو السباغي جان ذاك النهار 17 أكتوبر وتسفيتينا راه تسميتينا راه ابري دينديبوندونس اللي من دي زاني 80
انت هناك ذاك اللي غتستنفع 68 كنتي دابا كتبغ ليني. D'un côté français, c'est clair, hein, c'est la volonté de passer sous silence leur massacre. في اشرب même الجزائريين لا فيدراسيون دو فرنسا باغ اكزومبل وتمسينا 17 اكتوبر. بالك سنة السبات هذه الجهة الجزائرية. les Algériens, enfin سمحيلي. Enfin, les Algériens, c'est-à-dire le 17 octobre, c'est-à-dire la Fédération de France. Après l'indépendance, en 62, la Fédération de France c'est contre le régime Boumediene Chadli. الناس ماشي نشوفوا يعسكر فرنسا دار يعسكروا الجزائر هذا حكماني. Donc à partir de 62, donc la Fédération de France, le groupe la wilayat, c'est-à-dire le GPRA, le GPRA, c'est à partir de la Mektif Boumediene Ben Bella al-Hkoum, donc ils ont complètement effacé le rôle de la Fédération de France de l'histoire de l'Algérie. Donc l'histoire de l'Algérie officielle, il n'y a pas le rôle de la Fédération de France, il n'y a rien. L'immigration algérienne, pour normalement l'immigration en général ne parle pas directement sur la Fédération de France. C'est à partir de là. Et en 62, c'est-à-dire le régime Boumediene Ben Bella, ils ont effacé. Donc c'est à partir de là qu'ils ont effacé la date du 17 octobre. À partir du moment où un certain nombre des associations de la société civile, ils ont commencé à fêter le 17 octobre. Après maintenant, le régime algérien ne veut pas laisser. C'est pas la fédération de France, mais c'est beaucoup plus, c'est des immigrés. Non, mais c'est des immigrés, oui. La fédération de France après c'est-à-dire après de l'amicale, après l'indépendance. Donc à partir de la société civile, la date du 17 octobre, donc le régime algérien ne veut pas laisser le terrain et les associations, donc il a récupéré. Donc c'est pour ça. Donc à partir à partir des années 80, même pas, je pense. Après 80. Après 80. Après la marche des Beurs. Oui, en fait, c'est les victimes. C'est les victimes qui ont, enfin, les victimes, là, la famille des victimes qui ont impulsé sur cette. Ouais. Voilà. Par exemple, une personnalité, Aounit, par exemple, Bouloud Aounit a beaucoup fait pour cette date, pour remettre cette date à l'ordre du jour. Il ne faut pas l'oublier, c'est le travail qui a été fait par Enodi, Jean-Luc Enodi. C'est lui qui a fait le premier travail de recherche sur ces massacres-là. Et jusqu'à présent, je crois que sa recherche reste une autorité dans le domaine. Il y a aussi un travail d'une étudiante de Stora. Oui, il y a aussi évidemment il y a eu beaucoup de gens qui ont un peu parlé de ces massacres-là. Mais le travail d'Enodi était le plus important. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que Enodi a été attaqué en justice par Papon. Il y a eu un procès. Et Papon a été débouté. Donc il y a ça. Et comme il le dit, il y a effectivement, il faut resituer le rapport de la Fédération de France avec le nouveau gouvernement algérien en 1962. C'est-à-dire que la Fédération de France, en 1962, était opposée au gouvernement dit de Tlemcen, au gouvernement dit de Tizi Ouzou, lesquels d'ailleurs n'avaient même pas de programme politique. Par contre, la Fédération de France avait un programme politique écrit. Il existe aujourd'hui dans les archives. Dans ce programme-là, il était préconisé une Algérie démocratique où le rôle de l'armée était limité à la défense du territoire national et donc l'armée devait rejoindre la caserne. Et à partir de là, évidemment, le régime Ben Bella, Boumediene, etc. ont essayé d'occulter cette fédération-là parce qu'elle portait une politique opposée. Pas seulement parce qu'elle avait un programme. L'essentiel de l'opposition algérienne va puiser dans la Fédération de France. L'implantation du FFS et du PRS était une implantation massive au niveau de l'immigration. Et ça, c'était quand même des éléments. Après l'indépendance. Et bien sûr, après l'indépendance, FFS et PRS, c'est après 63. C'est après 63. C'est-à-dire que non seulement en 62, dans la crise de l'été 62, c'était une partie qui avait une démarche cohérente, argumentée, fondée, etc., et qui était pour un état de droit, mais par la suite, elle va constituer le creuset de l'opposition algérienne. Donc finalement, l'immigration a été le creuset du mouvement national à sa naissance, et elle a été un appui essentiel du combat national, du combat pour l'indépendance, et par la suite, elle va jouer un rôle central
dans le combat démocratique et l'opposition à l'autoritarisme. La déclaration de François Hollande, la France, c'est la date. Est-ce que, parce que François Hollande exige يجب أضاريس غافين شتاقي c'est une erreur coloniale, c'est un début de quelque chose. Des moments qui s'attirent واحد الموت من الجزائر. Ben, logiquement, c'est un début de quelque chose. De toute façon, les gens, on les voit. C'est la suite de quelque chose. Oui. Oui, c'est la suite de quelque chose. Il ne faut pas oublier les signaux qui sont donnés. Oui, voilà. Le jour de son investiture, le jour de son investiture, de l'investiture du président Hollande, il a rendu hommage à... Victime du 17 octobre. Non, il a rendu hommage au fondateur de l'école publique, Jules Ferry. Et en rendant hommage à Jules Ferry, il a pris soin de se démarquer de ses conceptions colonialistes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc là, c'est le deuxième jalon. Parce que là, on voit une tendance se tracer. Il y a eu le jour d'investiture où il a dit il faut rendre hommage à ce grand homme qui a fondé l'école républicaine, etc., mais qui avait des visions qui étaient complètement négatives sur le plan... C'était un colonialiste, Jules Ferry. Et après, il y a la reconnaissance, le message qui a été donné par l'Élysée. Moi, à mon avis... Non, mais il a été Pour les victimes. Ah oui, le 17, oui. Il a fait un Pour les geste. Non, victimes du 17 octobre. il a fait un geste Il a important pour les rendu victimes. il a Voilà, rendu c'est ça. hommage aux victimes du 17 octobre bien avant. Bien avant. Son investiture. Avant L'année dernière. C'est-à-dire quand il est passé au primaire. Oui. Quand il est passé au primaire. L'année passée, il a L'année été dernière, à justement. la scène, il a jeté des fleurs Oui, l'année en dernière. hommage aux victimes du 17 octobre. Déjà l'année passée. Là, il tient promesse, quoi. Mais Donc, oui. Voilà, il Donc, n'a je pas fait pense marche arrière. je pense que quelque part, ça balise ce qu'il pourrait déclarer. Il faut aussi inscrire, tu vois, cette démarche de François Hollande aussi dans un... enfin, pour essayer de déclencher peut-être un autre débat. C'est l'évolution de la social-démocratie. La social-démocratie a toujours été complaisante, que ce soit à l'égard des fois du fascisme dans ses débuts, que ce soit à l'égard du colonialisme, etc. En revanche, actuellement, il y a un changement de personnel dans la social-démocratie. On sent que la social-démocratie par rapport à l'Algérie a toujours été pour une Algérie française. Mitterrand en est un exemple et d'autres. Mais maintenant, la plupart des anciennes personnalités de la social-démocratie sont partis et c'est une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui est en train de naître qui s'est accaparée de la tête de la social-démocratie et qui a une autre mentalité, une autre culture anticoloniale. C'est difficile pour lui, pour le président Hollande, ça va être quelque chose de difficile. Non seulement par rapport à la droite, parce que là, on a vu la semaine dernière, on a vu déjà la polémique. Voilà, la levée de bouclier, il y a la levée de bouclier à droite, mais il faut voir que ça va être difficile, y compris dans les milieux socialistes. Parce que le passé du personnel socialiste dans la guerre d'Algérie, c'est un passé qui est très lourd. Le dernier film, par exemple, sur Mitterrand. Il y a le passage. Oui. Donc, le dernier film sur Zabana, par exemple, montre une facette de Mitterrand qui est une facette qui est complètement scandaleuse, complètement horrifiante. L'attitude de la SFIO, tu vois. L'attitude de la SFIO. Donc quand même, si on ne sait pas ce qu'il va déclarer à Alger, est-ce que le président français va déclarer à Alger, mais c'est entre deux. Soit ce serait une reconnaissance plus franche d'un certain nombre de faits, donc 8 mai 45, peut-être l'utilisation massive de la torture, napalm, je ne sais pas. Que ce soit une démarche segmentaire, ce qui ne serait pas un grand pas, ça veut dire que les rapports de force font qu'il ne peut pas prendre une position franche, soit ça va être une condamnation du fait colonial lui-même. Ça veut dire que un grand pas vers la réconciliation de l'État français avec les principes de la République. Parce que finalement, les principes de la République, c'est des invariants. La République, elle est construite sur des valeurs qui se veulent universelles.
de liberté, d'égalité, de fraternité, de respect des libertés, etc. Mais ce qui amoindrit ces valeurs-là, ce qui contredit ces valeurs-là à plusieurs moments, pratiquement à partir de la Deuxième République, hein, à partir de la Deuxième République, c'est l'État français. C'est la raison d'État qui fait que on garde les colonies. C'est la raison d'État qui fait que on utilise la torture. C'est la raison d'État qui fait que on fait 2 collèges, etc. Et de l'autre côté. Est-ce qu'il va y avoir cette réconciliation? Donc finalement, c'est un grand débat franco-français. C'est pas un débat qui. Mais de l'autre côté, peut-être qu'il faut signaler je juste pense- en 2 mots, tu m'excuses, signaler aussi un problème sémantique. C'est-à-dire que d'un côté, on demande la repentance. Qui demande? Attends, et de l'autre côté, on demande la repentance. De l'autre côté, qui demande? Parce que Voilà, de on l'autre côté, c'est Ben Khaddam, etc. Donc, toutes les forces conservatrices en Algérie qui demandent à ce qu'il y ait repentance. Ce qui veut dire quoi? Il faut que les gens comprennent que demander la repentance, d'abord, la repentance est un terme à connotation religieuse. Et ça veut dire que derrière ce terme-là se cache en fait une volonté de vouloir culpabiliser la République dans ce qu'elle véhicule comme valeur universelle, etc. Bon. Alors que malgré, on doit uniquement demander la reconnaissance du fait colonial et de tous ses méfaits, sans utiliser ce terme de repentance. Enfin, Kenny, je pense que... Qui est un jeu qui suscite, en fait, qui est en plein centre d'un jeu politique et idéologique. Voilà, tout simplement. Kenny, je pense que la réaction de Hollande et Zaire, tout dépend de la réaction tu l'as reconnu le 17 octobre. Les rapports de force, parce que Hollande, c'est un président qui il est beaucoup plus pour le consensus avec la majorité de la classe politique contre la reconnaissance de Zaire, donc elle va étudier les rapports de force de Guinée, comment la réaction de la classe politique française, est-ce qu'il est pour, elle est contre, c'est à partir de là. C'est-à-dire, comme ça, la reconnaissance du 17 octobre, c'est à partir de là, c'est-à-dire la réaction de la classe politique française, c'est à partir de là qu'elle va prendre les décisions. Est-ce qu'il va parler sur la reconnaissance des autres événements, comme le mode les massacres de mai 45, c'est-à-dire les massacres de la guerre les massacres les colonies français pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est à partir de là que je pense qu'il va déterminer après. Donc c'est ça. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un ballon de sonde. Je pense que c'est un ballon de sonde. Non, parce qu'il l'a déjà fait avant qu'il soit président. À ce moment-là, il a pris le risque, parce qu'il était en pleine campagne. Donc s'il prend le risque à ce moment-là, et maintenant qu'il est élu, il fait ça comme un ballon de sonde, moi, mon sens, ça ne tient pas la route. Oui, mais c'est-à-dire, s'il y aura la réaction actuellement. Mais les réactions, il les connaît. Non, il les connaît, c'est-à-dire, je pense qu'il y a une véritable conviction. Je pense qu'il y a une véritable conviction qui se dégage de la démarche. Lui-même, il est convaincu. Mais c'est-à-dire, s'il n'y a pas un consensus des partenaires, il ne va pas sacrifier. Ah non, au sein de son parti, il y a le consensus. Non, il n'y a pas de consensus, même à l'intérieur du PS, il n'y a pas de consensus. Je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Des voix discordantes. Il n'y a que l'UMP, le Front Oui, mais ça, c'est prévisible. C'est À prévisible. l'intérieur du PS, quand même, il y a... Et après, je ne pense pas que l'opposition applaudisse, après tout. Non, l'opposition, elle ne va pas applaudir, c'est clair. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est lui le président, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui y va, et à mon sens, il y va par conviction, parce que c'est un homme qui a déjà montré ça par le passé. À mon sens, il faut déjà Après, maintenant, dans quel sens il le fait, là, on peut débattre dans quel sens il fait ça. Est-ce que parce qu'il a des choses à gagner en à mon sens, il ça, faut ou déjà rapprocher ça à un précédent. Il existe un précédent. L'un des travers de la République française, c'est qu'elle a aussi vécu, en plus du colonialisme, elle a vécu l'esclavagisme. Il y a eu un président français qui a fait un grand pas dans le sens de la réhabilitation des valeurs républicaines, qui est Jacques Chirac, et qui a établi le fait que l'esclavagisme est une atteinte aux droits de l'homme, est une atteinte à la dignité de l'homme, c'est un crime contre l'humanité. En vérité, François Hollande, il a une occasion devant lui.
Il a rendu hommage, justement. de passer, de continuer cette correction, cette réconciliation entre l'État et les valeurs fondatrices de la République, et de montrer que le colonialisme aussi est un crime contre l'humanité. C'est une atteinte à la dignité des hommes, c'est une atteinte aux valeurs de liberté, de démocratie, etc., de fraternité universelle. Donc, je pense, moi, ma conviction, c'est qu'il y a les signaux qui ont été émis, tous les signaux qui ont été émis, je pense qu'il y aura un discours d'Alger qui va marquer l'histoire de France. Ouais, c'est ma conviction. Ouais, c'est sûr, là, parce que, comme tu as dit, il y a déjà des signaux. Donc il y a des signaux, il y a des signaux, il y a une conviction qui transparaît, qui est forte, qui est constante. Oui, non, mais Hollande, c'est vrai, il a des convictions, ça c'est sûr et certain, mais il y a des convictions ici, ça a une donnée, la réalité politique انت ça le parti d'abord et ça après يقدر يخدم حاجه c'est un président de la République il y a des consensus. Il va parler au nom de la République, il ne va pas parler au nom de François Hollande. Oui, il va parler au nom de la République, il ne va pas parler au nom de François Hollande, effectivement. Donc s'il n'y a pas de consensus, ça veut dire si la majorité des Français n'arrivent pas, ce qui peut poser problème, ne reconnaissent pas, c'est-à-dire il y a une réaction. S'il y a une réaction. Actuellement, il n'y a que le Front National qui a réagi. Il faut bien voir, au lendemain du 17 octobre 2012, les réactions, par exemple. Le Figaro, il parle de repentance. Le Figaro fait exprès de parler de repentance pour lever un petit peu un front d'opposition. Alors que Libération parle de changement de doctrine. Libération, il parle de changement de doctrine. Ça veut dire qu'il y a quand même un consensus qui existe sur cette notion de changement de doctrine. Parce qu'il faudrait que la République française cesse d'être une république coloniale. Parce que c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure avec l'histoire de Gaulle. La République, même la Ve République, était une république coloniale. C'est une république qui a porté cette conception ségrégationniste, raciste, etc., d'amoindrir d'autres qui ne sont pas dans la République, etc. Et à mon sens, le front que veut lever la droite, il s'appuie sur l'exigence fallacieuse qui existe de l'autre côté, l'exigence de repentance. La question, ce n'est pas la repentance. Parce que pour l'Algérie, la question du colonialisme a été réglée en 62. En 62, on n'a plus de problème avec le colonialisme. On l'a battu, on est indépendant, on est une nation indépendante, c'est terminé. C'est un dossier qui est clos. On n'a aucune repentance à exiger. C'est que pour être convaincu que nous avons eu raison de nous battre pour notre indépendance et que nous avons raison d'exister en tant qu'un État indépendant, il faudrait que la France fasse son mea culpa. Je n'ai pas besoin qu'elle fasse son mea culpa. La France a des problèmes à régler avec le fait colonial. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sorti de la guerre avec un changement de doctrine au niveau français. On est sorti de la guerre avec des ambitions de puissance de la partie française. De Gaulle avait des ambitions de puissance pour son pays. Et pour réaliser ces ambitions de puissance, il fallait qu'il se débarrasse d'un boulet qui était les colonies. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Le boulet le plus... c'est l'Algérie. La chose qui est la plus difficile, c'était l'Algérie. Il a fallu payer un lourd tribut pour le faire. Tu vois. Mais il n'est pas sorti de la doctrine coloniale. C'est pour ça qu'il y a eu des rapports que la France a essayé d'imposer, des rapports néocoloniaux à ses anciennes colonies. Est-ce que ce changement de doctrine va se passer aujourd'hui? Je l'espère. Je l'espère. الصراحه هذه المقارنه كيفاش شوف هذه ارواح من هولندا هذه ديال un discours. Moi, je pense qu'il va faire un discours, comme ça a été dit, qui va peut-être avoir son originalité par rapport aux discours qui ont été tenus par les visites faites par Chirac ou Sarkozy et l'autre, comme il s'appelle, Giscard d'Estaing. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir un discours important par rapport à cette question coloniale. Maintenant, comment ce discours-là, quelle sera sa teneur, quel sera son impact dans les relations algéro-françaises, je n'en sais rien pour le moment. Il faut attendre. Il faut attendre. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un discours qui vient. Il faut comprendre que la société française
est tout à fait prête à accepter un discours radical par rapport à la question coloniale. Mais la social-démocratie aujourd'hui, avec elle veut la société française, c'est ça le grand problème. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Il n'y a pas enfin, une certaine. Il y a un lobby. Il y a un lobby. Est-ce que le lobby n'est pas fort? C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire le système colonial. C'est-à-dire, il existe à Touraï, même, c'est-à-dire, un petit les coloniales, les colonies. La culture coloniale, il existe toujours. Il y a des enjeux d'abord. Il y a des enjeux parce que la France et l'Algérie se trouvent dans un même espace. Et on a des intérêts communs. Oui. Qu'on le veuille ou pas. Justement, la question qui se pose, est-ce que Hollande, la République, la France, va reconnaître justement les faits coloniales, en contrepartie de demander quelque chose, est-ce que par intérêt, n'a par conviction pour corriger la République, les erreurs de la République? Ben, les deux sont passés. Les intérêts français sont assurés par le régime algérien sans contrepartie. Les intérêts français, Hollande, à mon avis, il va, enfin, à mon avis, c'est-à-dire il va voir la réaction de la classe politique française et en fonction de ça, en fonction de ça que le discours d'Alger il a une résistance. Donc il ne va pas reconnaître. S'il n'y a pas de résistance, il peut aller plus loin. Mais il ne faut pas poser le problème. Je pense que c'est ça. En termes de marchandage. Il ne faut pas en termes de marchandage. Ce n'est pas un marché. L'idée de la reconnaissance du fait colonial, je pense qu'elle a mûri à l'intérieur de la société française, elle a mûri à l'intérieur du Parti socialiste, donc elle est assumée en tant que conviction. Maintenant, par ailleurs, cette visite-là, effectivement, cette visite-là, on sait très bien qu'il va y avoir beaucoup d'entrepreneurs qui vont partir là-bas et vont discuter avec tous les ministres algériens, etc., qu'il y aura des marchés. C'est vrai que la reconnaissance du fait colonial va ouvrir, va décomplexer les rapports entre l'Algérie et la France. Donc elle va permettre... Elle va créer un nouveau climat. Voilà, elle va créer un nouveau climat de confiance qui va effectivement intéresser les investisseurs français. Voilà. Par exemple, c'est un fait majeur. Pourquoi c'est un fait majeur? RSEG, on ne peut pas écrire une histoire commune algéro-française. C'est impossible d'écrire une histoire commune. Souvent dans les débats, on dit pourquoi est-ce que la France et l'Allemagne ont écrit une histoire commune. Ils ont des livres scolaires qui racontent leur genèse, la Deuxième Guerre, etc. Mais ce n'est pas avec l'Allemagne nazie que la France a fait ça. La France, elle a une histoire commune avec une Allemagne qui s'est débarrassée du nazisme, qui a fait sa mue, qui a condamné le nazisme, etc. Est-ce que l'Algérie peut écrire le même livre avec une France qui a une loi du 25 février 2005, du 23 février 2005, qui fait l'apologie du fait colonial, qui considère que c'est impossible. Donc aujourd'hui, si on veut aller vers des rapports pacifiés, vers des rapports sereins, pas seulement entre l'Algérie et la France, mais aussi par rapport aux communautés qui sont issues, de l'Algérie, qui sont quand même une partie importante de la société française. C'est aussi une question de paix civile et de confraternité à l'intérieur de la France en elle-même. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Voilà. Il y a d'abord des enjeux entre les deux États, d'intégration régionale, de coopération, etc. Par exemple, quand on voit le poids des relations commerciales et stratégique entre l'Algérie et les États-Unis alors qu'il y a un océan qui les sépare, et quand on voit comment ça s'est répercuté négativement sur les rapports franco-algériens, il y a quand même de quoi s'étonner, il y a quand même de quoi s'interroger sur l'intégration au niveau méditerranéen. Il serait bon qu'il y ait un geste qui soit fait pour rééquilibrer les choses. Je pense qu'on a plus d'intérêt à une intégration régionale maghrébine, parce que quand même la Méditerranée c'est une mare aujourd'hui, ou là dans des rapports transatlantiques. Moi je voulais juste faire une petite remarque, parce qu'enfin c'est pour rire en fait, donc apparemment il faut qu'on fasse un référendum pour savoir si
على حسابك شنو il faut qu'il fasse un référendum C'est pour pas se un lancer. référendum, non. Non, Arzqi Parce souligne. qu'il insiste non, qu'il non. t'arrive Il y a- pour... non, mais il y a après, le président de la l'opposition. République, Arzqi souligne le poids du lobby colonial. Non, mais il y a le poids du... Il ne veut pas qu'on le passe en perte de profit. Il y a le poids du lobby colonial, effectivement. En même temps, il y a aussi la réaction de la société française. Excusez-moi, il y a quand même il y a une apologie du colonialisme de la société française. C'est pas tous les Français c'est pas tous les Français qui veulent la reconnaissance des crimes coloniaux. Non, mais excusez-moi, c'est un كمية كبيرة. هي تاكي مزوارو تسنة هولندا تروح على كونتر l'engagement الناس يقضي كما ما يقضي sur le consensus فيرس يقضي la majorité des Français viennent فيرس il va pas y aller comme ça déclarer des choses à ce qu'elle dit non mais c'est ça non mais qu'à mon avis c'est-à-dire ça s'il n'aura pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas un consensus, il n'y aura pas la majorité des Français qui sont pour la reconnaissance du crime de la colonie, du crime de France et d'Israël, s'il n'y a pas ce consensus, il ne va pas y aller. Donc, à mon avis, il va sonder la société française. C'est à travers ça qu'il va déclarer s'il va reconnaître les méfaits du colonialisme. Il n'y a pas un lobby colonial. Il y a une extrême droite qui instrumentalise une certaine nostalgie de la période coloniale, d'autant plus que la plupart des leaders de l'extrême droite eux-mêmes étaient impliqués Il n'y a pas uniquement l'extrême droite, même il y a la droite française. Une partie de la droite française, si je n'ai pas dit la majorité de la droite française, sont contre la reconnaissance des crimes de Gonesse Non, mais il y a quand même un renouvellement des générations. Non, mais la droite française, déjà le 25 de ce mois, il y a un débat qui doit se dérouler au Sénat français sur une proposition du groupe communiste sur le 19 mars pour qu'il soit considéré comme la journée de toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Non, mais la droite française, non, mais attends. Il y a la droite française, يكونوا لها الناس droite qui a une certaine apologie du fait colonial. Est-ce que de proposer la loi du 23 février, l'effet positif de la colonisation? Non. Par contre, donc il y a ça, quand même, oui. Il est très important, justement, puisque tu parlais du 19 mars. Le 19 mars, c'est le 19 mars que l'indépendance d'Algérie était décrétée. Il se trouve qu'en Algérie, en fait, l'indépendance d'Algérie est le 5 juillet. Or, le 5 juillet... L'indépendance, c'est le 3 juillet, en fait. Oui, mais néanmoins. Mais allez, de toute façon, le 5 juillet, c'est la défaite du Dey d'Alger. Et donc, actuellement, on fête l'indépendance de l'Algérie en Algérie. Une date qui correspond en vérité à la défaite du Dey d'Alger, et non pas l'indépendance d'Algérie. Ça, quand même, il faut le souligner. Pourquoi? C'est une question. Ça, c'est une question. الأول دولة السبت والدلود وأنا بديت الواحد شوي السنة كنا ندرب ماي تزورا أحداش البلدان تزورا غير في 17 أكتوبر شي دان ديرو شي دان دانتي راه فين دينا فرانسوا هولوند تم غادي صغار بزاف تورد المسائل دانتي وحداش شوي السين راه في ثلث الشادلي من جديد هذا الواد وانا كاين